J'ai envie de prouver au monde qu'on peut faire 1 million par mois avec un service à 200 €. Tout le monde dit, si tu vends un service pas cher, c'est de la merde, tu peux pas scale, etc. Tu ouvres un shop à sandwich. Tu te poses pas la question de est-ce que je vais avoir des clients. Ouais. La seule question que tu te poses, c'est comment est-ce que je fais un sandwich pour que quand quelqu'un le mange, il se dit putain, c'est le meilleur sandwich de ma vie. On a perdu un client en SEO, alors que c'est ce client avec qui on a eu les meilleurs résultats qu'on n'a jamais eu, tu vois. Il y a un point super important, et c'est la communication. Comment tu communiques avec le client et comment tu lui fais aussi percevoir la valeur de ton service. On va dire qu'on a fait une erreur là-dessus, c'est qu'on s'est un peu caché derrière les résultats. Ils étaient relous, tu vois. On communiquait pas beaucoup avec eux et ils ont cut genre vraiment du jour au lendemain. Bon Louis, c'est très sérieux aujourd'hui. Non mais fais une petite intro quand même. Donner une raison aux gens de regarder. Je vais donner une raison aux gens de regarder. C'est qu'on a tous les deux le même âge, tous les deux des agences. On a des agences qui ont un service, mais au final, c'est très très différent. À la fois dans l'opérationnel, dans la stratégie, on a des problématiques vraiment qui n'ont rien à voir et certaines qui sont communes. Et je pense que c'est super intéressant d'aller un peu plus profond sur quelques points spécifiques. On a recrutement, on a management, parce qu'on gère tous les deux des équipes. Pour moi, il y a la partie commerciale, là où on a des challenges différents. Et il y a un point commun à toutes les entreprises, je pense, c'est la croissance. Donc là, c'est assez intéressant. Aussi pricing. C'est pas du tout commun à toutes les entreprises, la croissance. La majorité des entreprises ne cherchent pas la croissance. C'est une question que je me pose souvent. Je me dis, peut-être on peut commencer sur ça. Je me dis, par exemple, les agences comme nous, ou qui ont un service plus ou moins égal. Pour le contexte, oui, il a une agence de logo. Si on simplifie énormément, je pense que tu pourras expliquer. Non, c'est ça. Parfait. Et j'ai une agence de développement de site, SEO. Je me dis, tu sais, notre typologie d'agence et qui ont 40 ans, 50 ans et que ça fait 20 ans qu'ils font ça, et qu'ils ont par exemple 10 personnes dans l'agence. Tu penses que c'est parce qu'ils veulent pas faire plus ou qu'ils peuvent pas faire plus? Non mais si tu veux, la croissance, c'est un état d'esprit. C'est de se dire, j'ai envie de grossir ma boîte. C'est comme de dire, tu prends une boulangerie par exemple, le boulanger qui ouvre sa boulangerie, c'est une entreprise, il n'a pas forcément envie de croissance. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est juste de faire un bon chiffre d'affaires, de maximiser son shop, d'être bien rentable et de bien gagner sa vie, tu vois. Et de rester comme ça pendant... Mais évidemment, mais c'est même mieux, c'est un meilleur choix de vie. La croissance, c'est toujours de se mettre dans un état de pression, de challenge, tu vois. Alors qu'au bout d'un moment, moi, je pourrais rester au niveau auquel je suis. On va dire juste faire de la croissance de maintenance, c'est-à-dire juste améliorer mon service par rapport à la compétition qui évolue, mais ne pas chercher constamment à vouloir faire x2 sur son CA, tu vois. Et là, c'est ce que tu cherches encore? Mais faire x10, x100, tu vois, genre, il n'y a pas de limite. Ah ouais? Et plus justement tu veux faire des gros multiples, plus tu te mets de la pression et plus tu es tous les matins à 7 heures à aller charbonner, tu vois. Moi, j'ai pas vraiment envie de faire x100, x10 peut-être, mais encore. Je sais même pas trop ce que ça m'apporterait, tu vois. Je pense que ça va plus me créer des contraintes et faire baisser ma liberté que de m'apporter des trucs. Ça te baisse en liberté, mais en fait, c'est des challenges différents. Et si tu veux, le seule chose qui peut augmenter ton niveau de compétence et ton évolution dans la vie, c'est de croître. En tout cas dans le business, c'est de croître ton business, tu vois. Et en fait, si tu arrives à un moment où tu stagnes, c'est un moment où, entre guillemets, tu arrêtes d'apprendre t'arrêtes d'apprendre et t'arrêtes de vouloir évoluer, tu vois. Je suis pas forcément ultra d'accord parce que je pense que tu peux apprendre autrement, mais c'est des points de vue... Non, mais tu peux apprendre, optimiser, avoir un service qui soit meilleur, etc. Mais en fait, t'apprends dans le sens où tu tacles des problématiques différentes. Quand tu fais 100 logos par mois, quand tu fais 5 logos par mois, c'est pas les mêmes problématiques que quand t'en fais 100, que quand t'en fais 1000, que quand t'en fais 10 000. Si demain je voulais faire 50 000 logos par mois ou avoir 150 services différents, ce serait des choses à mettre en place, ce serait des challenges mentaux à faire, tu vois. Ouais. C'est un peu comme toujours aller plus loin dans les mathématiques. Genre, si tu veux, là, tu peux faire des maths et au bout d'un moment, tu t'arrêtes aux multiplications, aux divisions, aux intégrations, tout ce que tu veux. Mais tu as des gens qui vont juste vouloir aller chercher de plus en plus loin. Et au bout d'un moment, tu arrives à un level qui est tellement élevé que tu t'arrives à faire des choses que personne n'a fait avant toi. C'est le même principe dans le business. C'est justement d'arriver au niveau où aucune agence, aucun business a fait ce que tu as fait. Du coup, ça devient littéralement un problème à résoudre. Comment est-ce qu'on fait pour grossir au-delà de ça? Comment est-ce qu'on fait pour prendre tout le marché, tu vois? Et c'est ça qui te donne le plus d'excitation dans ton business au quotidien? Enfin, c'est ça qui te drive vraiment? Ouais, ce matin, j'avais envie de mettre un truc sur Insta. Je voulais écrire, j'ai envie de prouver au monde qu'on peut faire 1 million par mois avec un service à 200 €.
avec un service low ticket. Ouais. Parce que dans notre monde à nous, d'agences, d'entrepreneurs, tout le monde dit, bah, si tu vends un service pas cher, c'est de la merde, tu peux pas scale, etc. Ouais. Mais après, tu sais que tout est relatif parce que même des sites à 3000, 5000, on me dit que c'est rien du tout et que c'est impossible de faire des énormes volumes avec des sites si peu chers. Il y a des entrepreneurs qui ont des grosses agences qui me disent ça. Ils me disent tu dois vendre des sites à 50 000, à 100 000 pour pouvoir faire des gros volumes. Mais actuellement, toutes les agences qui sont extrêmement rentables et qui font énormément de chiffre d'affaires, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de millions, historiquement, ça a toujours été les boîtes justement qui vont en étiquette. C'est les Havas, Ouais. c'est les grosses entreprises. Mais justement, j'ai envie de prouver le contraire, que tu peux avoir des boîtes qui, au lieu de croître en nombre, enfin par le prix, de croître par le volume. Justement, c'est une des questions que je voulais aborder. Ton pricing, il a évolué comment au début? Tu t'as fait en fonction de la demande, tu as laissé les gens pricer pour toi, à quelle fréquence tu testes le prix? Mon pricing, il n'a jamais changé depuis des années. Pour moi, j'ai vraiment trouvé le prix parfait pour moi, qui est, on va dire, en correspondance avec l'état du monde actuel, ce qui est un monde dans lequel tout le monde a envie de lancer des boîtes, tout le monde lance des boîtes, tout le monde tente l'aventure entrepreneuriale. Et pour moi, 200 euros un logo, c'est le prix parfait justement dans ce contexte dans lequel on est. Et qui permet justement à n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer d'avoir un logo qui soit extrêmement qualitatif, mais qui va pas aller dépenser 2000, 3000 euros dans un logo. Ouais. Parce que tu demandes, mais même quand je demande à des gens à Dubaï qui ont des grosses boîtes, etc., la majorité ils me disent, moi je mets pas plus de 200 euros dans un logo, tu vois. Même Ouais. des gens qui font beaucoup d'argent, Ouais. ils ont pas envie de mettre de l'argent dans un logo. Donc en fait, les gens qui vendent des logos à 3000 euros, 5000 euros, c'est un marché qui est tellement minuscule. Et tous les designers qui sont bons, ben, ils se retrouvent à vouloir tacler le même marché. Et du coup, ils font 5000 euros par mois et ensuite, ils s'étonnent qu'ils Il bloque un peu, ouais. ils bloquent un peu. Attention, c'est une voie qui peut extrêmement bien marcher aussi, tu vois, mais qui est beaucoup plus difficile à tacler. C'est marrant parce que moi, sur le prix, c'est plusieurs décisions à la journée parce qu'à chaque devis, je dois décider de mon prix parce que j'ai pas vraiment d'offre, enfin, même pas du tout d'offre, entre guillemets, productivisée. Si, on a une offre site classique pour une landing ou de 5 pages, mais ça change tout le temps. C'est ça qui est une énorme différence entre nous deux, quoi. Mais j'étais aussi en train je t'en parlais l'autre jour, en train d'augmenter les prix un peu. Parce qu'on me fait souvent la réflexion que c'est vraiment peu. Et là, en augmentant, on a juste changé un petit peu de cible aussi et ils me font toujours la même réflexion. Mais après, c'est toujours un truc difficile à trouver entre t'augmentes, mais tu dois quand même rester compétitif parce que souvent, quand ils commencent à mettre 5000, 10 000, ils font genre pas des appels d'offres, mais ils comparent plusieurs devis, tu vois. Donc on doit quand même rester compétitif, mais c'est une des principales différences entre nos agences. Ouais. Et ce modèle de pricing là, il est bien parce que tu veux juste, on va dire, avoir un prix qui rentre dans le budget de la personne et qui est intéressant par rapport à tes compétiteurs, Ouais. mais que tu peux toujours les maximiser. Et en fait, la différence, c'est que moi, je productivise et je standardise mon service. Ouais. Et t'as toujours le même coût sur chaque. J'ai toujours le même coût. Et ouais. Parce que c'est un produit. Ouais, bien sûr. Et alors que moi, c'est un service. Ouais. Sauf que comment est-ce que toi tu passes d'un service à un produit? Ben, tu dis, non mais je te donne la réponse. Tu dis, ben, on arrête de faire du software, on arrête de faire des sites à 7-8 pages, on arrête de faire ça, on arrête de faire ci. On fait des landing pages pour ça. On fait des landing pages pour les coiffeurs, genre choisir, ou pas forcément pour la niche en soi, mais genre réduire drastiquement la variabilité que tu as dans ton service au point où tu arrives à un stade Ouais. productivisé. Tu dis que tu penses que je devrais faire ça ou que je pourrais faire ça? Je pense pas que tu devrais faire ça, mais tu pourrais faire ça. Et je te dis juste, si tu voulais standardiser, productiviser, c'est comme ça que tu fais, c'est en réduisant la variabilité. Je pense que dans mon cas, ça, disons, le problème créé par le fait de devoir pricer tout le temps et faire des devis, c'est largement compensé par le fait que sur certains devis, on prend beaucoup plus d'argent, tu vois. Donc, je pense que c'est OK avec ça. Et tu vas répondre à des appels d'offres, si on n'a qu'une offre, c'est pas trop possible. Il faut toujours leur faire plusieurs propositions. Donc, c'est un truc super différent. Et un autre truc qui est très, très différent qui est lié à ça, c'est la partie commerciale. Toi, ton pouvoir sur la partie commerciale, il est limité. Enfin, après, c'était mon avis et t'étais pas forcément d'accord. Je me souviens, par exemple, si tu veux croître sur Fiverr, maintenant, tu pourrais faire quoi? Genre, c'est quoi les actions en ton pouvoir pour faire plus de volume? Je pourrais ouvrir des nouveaux gigs. Ouais. Je peux ouvrir jusqu'à 7 gigs. Pendant 2 ans, j'ai jamais ouvert de deuxième gig. Pour ceux qui savent pas, un gig, c'est une offre, un listing sur Fiverr. J'avais un listing.
Et en fait, ce listing, on peut aller plus loin dans ça, tu vois. Mais en fait, ce listing, il m'a tellement apporté de commandes au point où ma problématique, c'était vraiment comment est-ce que je gère ce volume-là pour garder la qualité de mon service, que j'ai même pas réfléchi à comment est-ce que je cherche comment est-ce que je cherche plus d'acquisition, tu vois. Et là, on a ouvert il y a 2 semaines ou 3 semaines un nouveau gig. C'est quoi le service? C'est le logo pareil. Mais c'est un angle un peu différent, tu vois. Ok. C'est une offre un peu différente. Ok. C'est un peu plus cher, tu as une révision en plus. Enfin, c'est juste un truc un peu mieux pour 15 $ de plus, tu vois. Et on a déjà, je sais pas, on doit être au moins à 20-30 000 euros de CA sur ça, tu vois, Ah, mais c'est. en Ok. l'espace d'un mois. Ok. Et c'est un listing. Si j'avais 7 listings, théoriquement, je pourrais faire 7 fois plus de volume que j'ai Parce actuellement. que tes reviews générales, elles te servent pour chaque nouveau gig, même si t'as pas beaucoup d'historique sur le gig en question. Non, mais si tu veux, on connaît tellement bien l'algorithme et on a un produit qui est tellement bien positionné. Au final, tu vois, par exemple, toi, ton gig sur Fiverr, le problème, c'est que le positionnement et même le positionnement que tu as, c'est pas la masse Fiverr, tu vois. Et pour un site, enfin, pour que les gens sortent 500 balles pour une landing page, c'est considéré comme très cher sur Fiverr, tu Ouais. vois. Donc en fait, Fiverr, c'est un peu, si tu veux, il faut se fondre dans la masse pour pouvoir vraiment bénéficier de l'algorithme, tu vois. Et il faut comprendre un peu qui est la personne typique qui va sur Fiverr. Et voilà, c'est pour ça que mon offre, elle a marché aussi bien. Évidemment, le fait que j'ai des reviews avant, ça a accéléré le truc. Ouais. Mais c'est qu'en fait, la première commande qu'on a, on sait tellement bien la gérer. Au final, c'est ça. Si tu veux, demain, tous les freelancers ici, ils s'inscrivent sur Fiverr, ils vont avoir une commande. Tu vois, en l'espace de 3 semaines, ils vont avoir une commande. C'est une certitude si tu arrives à montrer un minimum ta qualité, etc. Et ensuite, les gens, ils se disent, ouais, j'arrive pas à faire Fiverr, mais c'est juste que ton service, c'est pas bon, tu vois. En fait, c'est un truc que Panam automatise. Il m'a dit, qui m'avait vraiment enfin, j'ai vraiment bien aimé comment il a dit, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai pris la décision de tout exclure et de dire, c'est bon, maintenant, je recentre et je fais que du Fiverr, et je reste sur Fiverr et je maximise Fiverr, ça m'a permis en fait de me concentrer à fond sur mon produit et sur mon service. Et du coup, en fait, ça fait 1 an et demi que tous les jours je me lève et j'ai un truc à faire, c'est comment est-ce que je fais que mon service soit meilleur. Tu vois. Alors qu'en fait, si tu prends les freelancers et les boîtes, mais 80% de leur temps, ils le passent dans de l'acquisition, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'au final, t'es pas compétitif. C'est surtout les freelances, parce que les agences, normalement, c'est censé être bien divisé entre ceux qui s'occupent de la partie commerciale et ceux qui livrent, mais c'est le problème des toutes petites agences. Tu sais, j'en vois plein sur LinkedIn qui font, je sais pas, entre 10 et 30 000. Tu peux pas avoir des commerciaux ou vraiment quelqu'un qui gère la partie acquisition. Ils font souvent un peu de project management, un peu d'acquisition. Et du coup, c'est toujours une décision à prendre, un arbitrage à faire entre aller chercher des nouveaux clients et gérer au mieux tes nouveaux clients, enfin, tes clients existants, quoi. Et je pense que c'est genre super risqué. Parce que du coup, forcément, ça va soit te mettre en difficulté, soit tes projets vont être moins bien gérés parce que tu vas devoir être sur la partie acquisition. C'est un problème que tu n'as pas du tout, du coup. Mais je pense que c'est pas de la chance, parce qu'il y a toujours des avantages et inconvénients, et que j'ai résolu en ayant des commerciaux qui font en tout cas tout ce qui prend le plus de temps. En tout cas, je leur ai délégué tout ce qui pouvait être délégable pour l'instant, mais voilà. Mais pourquoi est-ce que tes commerciaux ils performent? C'est que la culture de ta boîte, la nature de ta boîte, la réputation que tu as, fait en sorte que c'est facile pour eux pour vendre. C'est pour ça, moi, c'est pareil, enfin, je pourrais dire pareil de Fiverr dans le sens où, ouais, j'ai de la chance parce que Fiverr me rapporte des commandes, Mais c'est pas de la chance. mais dans le sens où, en fait, quand ton produit il est exceptionnel, au final, la façon dont tu vas trouver des clients, tu peux le faire de toutes les manières différentes et ça va marcher. Et en fait, les gens, ils ont un produit pourri et ils vont faire un maximum d'acquisitions, ils vont essayer de tout donner dans des ads, etc. Et ça marche pas. Alors que les premiers 1 000 $ que j'ai dépensés en ads, c'était il y a un mois et demi, tu vois. Ouais. J'ai fait plus de 2 ans sans aucune ads, quoi. Juste en organique, juste avec le réseau. Il y a une vidéo d'Ormozzi qui était incroyable. Ah non, ça y est, il nous fait une Matisse avec Non, mais le mec, il dit, si tu fais un business, par exemple, t'ouvres un shop à sandwich. Tu te poses pas la question de est-ce que je vais avoir des clients. Ouais. La seule question que tu te poses, c'est comment est-ce que je fais un sandwich pour que quand quelqu'un le mange, il se dit putain, c'est le meilleur sandwich de ma vie. Et si ça se passe, si les gens pensent comme ça de ton sandwich, mais t'es garanti que tu vas exploser, tu vois. Après, j'ai un point, et j'en ai fait un post cette semaine sur LinkedIn où j'expliquais que c'était quand fin décembre, il y a 4 mois, 5 mois, on a perdu un client en SEO, alors que c'est ce client avec qui on a eu les meilleurs résultats qu'on n'a jamais eu, tu vois. Ouais. On avait fait plus 40 000 visiteurs en 3 mois et demi.
euh, 40 visiteurs par mois. Et le ROI par rapport à ce qu'ils nous payaient, c'était 18. Pourquoi je te dis ça? C'est que c'est pas que faire un bon service. Il y a un point super important et qui te tient beaucoup à cœur, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est la communication. Comment tu communiques avec le client et comment tu lui fais aussi percevoir la valeur de ton service et l'impact que ça a sur lui. Parce que nous, on va dire qu'on a fait une erreur là-dessus, c'est qu'on s'est un peu caché derrière les résultats, ils étaient relous, tu vois. Et du coup, on communiquait pas beaucoup avec eux, juste on leur disait une fois par semaine, on leur montrait les résultats. Et on pensait que c'était suffisant, et ils ont cut, genre vraiment du jour au lendemain. Bon, l'impact, il est très faible, c'est un client, on a plus que 30 clients en SEO, mais c'est quand même frustrant. Et du coup, tu peux nous parler de ça, de comment tu gères la relation client, parce que quand j'ai réfléchi aux éléments qui ont fait la différence, au-delà que tu fais des logos très très sympas, t'es pas le seul à faire des logos dans ce style-là. Pour moi, la différence, c'est Customer Service. T'es d'accord, pas d'accord? Si tu peux nous... Alors, par rapport à ce que tu as dit, je pense que par rapport au client qui est parti, je pense pas que ce soit que la communication. Parce que quand tu es sur de la performance, si ça performe et que tu es la meilleure option, ils resteront avec toi. Bah franchement, non. Mais J'ai vu vraiment beaucoup de situations, pas que avec nous, mais avec d'autres agences avant, où ils quittent même sans avoir de solution. Vraiment, même basé sur la performance, et quand il n'y a aucun sens, tu vois. il pense qu'il a plus besoin de toi. C'est qu'il pense que le SEO, tu l'as fait, maintenant il l'a capté et il voit que au final, il peut continuer à faire tourner le truc. C'est ça, mais c'est une question de communication, parce que dans l'absolu, c'est pas vrai. Du coup, si on lui avait montré correctement la valeur de notre travail et que ce qu'on aurait pu continuer à faire, et que ça faisait sens pour lui de continuer, bah il aurait pas quitté, tu vois. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment purement de la communication et Non, mais l'explication. la communication, c'est la solution, c'est pas le problème. Là, le problème, c'est lui qui perçoit pas, justement. Le problème, c'est un manque de confiance. Mais le manque, c'est pas un problème, le manque de confiance. C'est quoi? Mais c'est pas un problème. Bah si, parce que Si tu veux, le manque de confiance, il découle forcément de quelque chose. Il découle peut-être qu'il découle de ta communication qui est pas bonne, mais la communication qui est pas bonne, c'est pas le problème en soi. Le problème en soi, c'est lui qui arrive plus à percevoir la valeur de ton service. Ouais. Et ça, c'est pas parce que tu as des bons chiffres que la valeur de ton service, elle est là. Tu peux, imagine, un media buyer, il me met en place des ads et ça marche de ouf, il me fait un ROI de 10. Ouais. Demain, le mec il se casse et je continue à faire le même ROI sans lui. Mais je me casse. Ouais. Tu vois? Donc le problème, c'est juste que ta valeur ajoutée sur le long terme, elle est plus là, elle est plus présente. Donc tu peux la communiquer comme tu veux, mais le mec il part juste pour ça, tu vois. Mais enfin bref, ça c'est une situation spécifique, mais eux, ça marche pas comme ça le SEO déjà, mais eux ils captaient pas ça, ils captaient même pas ça. Ils se posaient même pas la question de est-ce que ça allait continuer ou pas, mais c'est égal. Mais toi sur Fiverr, comment tu gères la relation client? Enfin je sais du coup, mais tu peux expliquer ça? Mais du coup, par rapport à moi, les logos, quand tu vas dans un magasin pour acheter un jean et que la personne elle est chiante, tu vois, et qu'elle te dit pas bonjour, même si tu as acheté un jean que tu kiffes, quand tu repars, ben tu dis c'est quoi cette connasse, tu vois, c'est quoi ce connard, genre. Et t'es pas content et jamais tu retournes à ce magasin. Mais si à l'opposé, tu vas dans ce magasin et t'achètes un jean, et que la personne elle te fait des compliments, elle est ultra sympa, elle te dit putain, il va bien ce jean, t'es beau gosse aujourd'hui et tout, mais tu vas ressortir avec un sourire comme une banane. Et puis même si le jean au final il est pas bon, mais même tu retourneras à la limite, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est un mix. Ton produit, quand on est dans le monde du service, ton service, c'est toute l'expérience que les gens ont. Et limite, le logo, c'est le fond, c'est important. Mais ce qu'il y a de plus important, effectivement, c'est l'expérience client. D'accord? Et la communication, ça fait partie de ça, dans le sens où il faut connecter avec le client, il faut qu'il se sente bien, il faut qu'il kiffe, etc. Tu vois? Donc moi, c'est un mix des deux. Au final, ce qui fait en sorte que les gens parlent de toi, ce qui fait en sorte que les gens vont avoir du bouche à vont parler de toi, te rapporter d'autres clients, que tu vas avoir de la croissance, c'est que les gens vont ressortir de ton service avec une émotion positive par rapport à toi et qu'ils auront l'impression d'avoir plus reçu que donné. Sauf que si un mec paye 200 balles et qu'il reçoit un logo, pour lui, il a juste reçu ce qu'il a payé. Ouais. Par contre, si un mec paye 200 balles et qu'il reçoit un logo et un compliment sur son pantalon, c'est plus que ce qu'il attendait, Bien tu sûr. vois. Et donc, il va parler de toi, Et etc. est-ce que tu penses que, pas forcément maintenant, mais est-ce que vous avez toujours été les meilleurs dans votre range de prix sur Fiverr? Je parle vraiment meilleur sur la partie design, genre en livrable. Pourquoi je te demande ça? C'est parce que je sais que pendant longtemps, on va dire, je pense la première année et demie, on était bon, tu vois. Ni moyen, ni excellent. On était bon, ça va. Et maintenant, on s'est vraiment beaucoup amélioré, même techniquement. Mais on avait quand même des très bons retours, justement parce que notre partie expérience utilisateur, au global, elle était très très bonne. Genre les à côté, tu vois. Le reporting, la communication, la patience, enfin tous ces trucs-là. Du coup, ouais, est-ce que pour toi, vous avez toujours été top, top, top au niveau de la qualité des livrables? Ou
Est-ce qu'on l'a toujours été? Je sais pas. Mais pour moi, on a le meilleur service sur le marché de loin. Je pense que En rapport qualité-prix? en rapport qualité-prix. Et en fait, moi, la question que je me pose toujours et que je dis toujours, c'est est-ce que si demain je lançais une boîte, j'achèterais mon propre service, Ah tu ouais. vois? Et la réponse, c'est oui. Ouais. Parce qu'on a le meilleur service, mais nulle part ailleurs, tu auras ce level de rapidité, de qualité, de rapport qualité-prix, et que tout soit livré en 48 heures, tout soit carré, t'envoies un message, on te répond en 2 minutes, mais nulle part ailleurs, tu as ça. Et il suffit d'aller sur Malte et de commencer à faire 2 3 et parler à 2 3 Ouais. freelanceurs pour comprendre que c'est pas du tout donné ça, et que Ouais. la plupart des boîtes, ils ont pas ça. Donc, moi, en fait, au début, j'avais un très très bon service de logo, mais j'étais nul en service communication. Et du coup, on s'est fait dégager de Fiverr à cause de ça. Et j'ai passé 6 mois, du coup, à vraiment littéralement m'instruire, à dire, mais putain, j'ai fait quoi de mauvais? Mhm. Comment est-ce que je deviens vraiment quelqu'un de compétent, tu vois? Et j'ai passé 6 mois où j'avais pas de clients, j'avais rien, à apprendre ce que c'est le service client, tu vois? Comment est-ce que tu te délivres? Et les gens pensent qu'ils savent, tu vois? Ils se disent, ah, les gens, ils me payent ce truc, je fais un logo, j'envoie et Mhm. c'est tout. Mais en fait, c'est tellement plus compliqué que Ah ça. ouais. Et surtout quand tu fais à grande échelle, pour des gens partout dans le monde. Et du coup, ouais, c'est un mix des deux. Pour moi, et en fait, le but, ensuite, ça a été de toujours comment est-ce qu'on maintient la qualité qu'on a Même à en grande scalant, échelle. ouais. Donc Et- forcément, quand on scale fort, quand il y a des mois où on scale fort, la qualité et le service va un peu baisser. Ce qui fait qu'ensuite, on va scale moins fort. Tu vois. Jusqu'à temps que tu te réadaptes et là tu peux repartir en On scaling. scale moins fort, moi je rebuild, je refais tout, et du coup, là, on repart. C'est une question quand je voulais qu'on aborde aussi. Tu peux parler de comment vous êtes organisé, genre ton Absolument. CRM, comment vous êtes organisé? En détail. En fait, bon, je vais donner la structure de mon agence. On a du coup plein de designers et on fait du Fordisme. En gros, je sépare toutes les tâches, Mhm. tu vois, parce que ça, c'est un truc que j'ai appris avec moi-même, tu vois. C'est que quand je devais designer des logos et que je devais designer, écrire le message au client et le livrer, ça me prenait 3 fois plus de temps que juste designer le logo, Mhm. envoyer à quelqu'un. Mhm. Et qu'il le fasse. Ça peut paraître évident, Ouais. mais le process d'écrire, ok, le process d'écrire le message et de livrer, ça me prenait 5 minutes. Le process de faire le logo, ça me prenait 20 minutes. Tu devrais dire, bah, faire les deux ensemble, c'est 25 minutes. Ouais, Non, mais ça les prend deux ensemble, 40 ça me prenait minutes. 40 minutes. Ouais. Tu vois, parce que ton cerveau, il doit switcher, et il est beaucoup moins efficace. Mhm. Enfin bref, on peut rentrer loin là-dedans, mais et du coup, en fait, j'ai réalisé ça, et en fait, dans ma boîte, ben, tout le monde a un truc à faire, tu vois. Donc, quand tu fais le même truc toute la journée, tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide, et tout est beaucoup plus performant, tu vois. Donc, moi, en fait, en bas, tu as la chaîne de production, on va dire, de designer, et au-dessus, tu as une couche de manager. Mhm. Donc, 10 managers Mhm. qui s'occupent de s'assurer qu'il y a différents départements dans les managers, en gros, mais qui s'occupent de s'assurer que cette chaîne, elle est bien réalisée. Et t'as combien de personnes au global maintenant? On est une 30. Ok. Et une autre chose qui est très différente et qu'on a en commun, c'est que tu peux dire où on est aujourd'hui, genre dans quel pays on est. On est en Georgie. Ils allaient pas se vider avec le fond. Tu peux expliquer pourquoi t'es là et en dire plus sur ça parce que on parlait de ça dans la voiture. Je disais, je me demande combien on est d'entrepreneurs qui ont des agences à avoir des bureaux et des salariés dans un pays genre Géorgie, Moldavie. Et t'avais dit combien? Tu pensais 400 comme ça? Tu m'as dit en gros 400, quelques ouais, 400 centaines. agences. Moi, je pense que c'est même pas 50. Mais ouais, du coup, si tu peux répondre, oui, c'est... Pourquoi la Géorgie? En fait, c'est très compliqué en France de scaler une agence parce que tu as énormément de coûts qui sont pas forcément liés au salaire en lui-même. Donc, le salaire, forcément, sera plus cher, mais c'est même pas tant que ça parce que moi, mes employés, tu en as beaucoup qui gagnent beaucoup plus qu'en France. Ouais. Ma manager principale, elle doit gagner, je vais pas donner son salaire, mais elle gagne l'équivalent de quelqu'un de très qualifié en France. Ouais. Mais pourquoi est-ce que justement je le fais quand même en Georgie? C'est que tu as beaucoup plus de contrôle, t'as pas justement toute cette protection des employés, Mhm. cette protection de l'emploi qui est extrêmement forte en France, alors que dans les pays comme aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Ouais. Et ça, c'est un vrai frein à la croissance. Mais énorme. Parce que souvent, j'ai des demandes d'autres agences, parce que nous, on travaille beaucoup avec d'autres agences qui nous sous-traitent des projets. Et ils sont toujours étonnés à quel point je peux recruter pour des projets. Par exemple, on a une grosse app, je sais pas, on a une demande pour une grosse app qui va nous prendre 3 mois sur 3 devs. Une semaine, même pas, 3-4 jours après, j'ai 3 devs qualifiés. Mais eux, ils peuvent pas faire ça. Parce que si pour un projet de 3 mois, ils recrutent, mais après, enfin, s'ils sont en CD, ils vont devoir les garder. Du coup, c'est super risqué de recruter. Non, mais après, c'est freelanceur que tu prends. Moi?
Ouais. Non, parce que moi, je les onboard et vu que j'ai de la flexibilité, au pire, si après les 3 mois, on n'a pas un nouveau projet, ce qui arrive pas parce que, bref, avec les apps, on en a beaucoup, beaucoup et de plus en plus, et que c'est des choses très, très long terme sur lesquelles on a beaucoup de maintenance, bah, moi, je les garde. Mais en France, mais j'ai cette flexibilité, ça veut dire, dans le cas où j'aurais pas de nouveau projet, où on devrait un peu scale down, ou en tout cas arrêter de croître, bah, je peux m'en séparer, tu vois. Alors qu'en France, ils peuvent pas. Et justement, je parlais avec une agence qui était à Paris quand je suis allé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ils me disaient qu'ils avaient dû réduire leurs équipes parce que sinon, c'est ingérable. Parce que parfois, ils se retrouvent avec des devs qui avaient rien à faire. Comment tu veux payer quelqu'un qui a rien à faire, tu vois? Et dans nos cas, je pense que ça a jamais arrivé. Même pas une seule seconde que quelqu'un se retrouve sans rien faire. Donc, c'est une énorme différence aussi. Tu peux parler plus de l'organisation de tes équipes ou comment tu les recrutes aussi? Je pense que c'est intéressant sur la partie recrutement. Plusieurs façons de recruter. J'ai beaucoup fait de publicité en Georgie. Donc tous les employés que j'ai en Georgie, qui sont mes managers, c'est que de la pub. Que de la pub Facebook. Donc la pub Facebook, par exemple, ça coûte pas cher du tout en Georgie. Alors qu'en France, ça m'aurait coûté potentiellement très cher de recruter du monde Ouais. comme ça. Mais là, par exemple, tu te balades à Tbilissi, ce qui est la capitale. Tu demandes à des gens de montrer leur Insta. Ben, une chance sur deux, tu tombes une pub de moi, tu vois. Ok. Parce qu'on balance vraiment beaucoup, beaucoup de pubs, beaucoup d'impressions pour pas trop cher, tu vois. C'est quoi les CPM ici? Je sais pas, c'est pas moi qui gère. Ok. Je sais juste combien je dépense et combien de candidatures j'ai, tu vois. Ok. Et du coup, enfin, tous mes employés que j'ai là, c'est par ça. Ensuite, j'ai des formes, les mecs qui remplissent les formes, et ensuite, je les trie. Et pour recruter les designers, c'est un peu plus technique et il y a différentes manières. J'ai fait des ads aussi beaucoup, partout en Europe de l'Est. Ok. J'ai fait beaucoup d'Upwork. Donc, Upwork, c'est vraiment bien parce que tu peux justement faire envoyer beaucoup de propositions, etc. Et avoir beaucoup de demandes. Après, il faut les filtrer. Il y a beaucoup de gens pas du tout bien, mais tu tombes sur des pépites. Et après, Instagram, etc., tu trouves en organique aussi. De plus en plus, grâce justement à mon contenu, etc., j'ai beaucoup de gens Qui organiquement veulent travailler pour toi? qui m'envoient des messages et qui me disent c'est mon portfolio, genre, Trop bien. tu vois. Et ils viennent de n'importe où dans le monde? Mais Europe ou Maroc, pas mal. J'ai pas mal Et de c'est gens. quoi tes problématiques autour de la gestion des équipes, disons RH? Est-ce que c'est difficile de les garder focus, de les garder bien impliqués, de les garder sur le long terme tout court? T'as quoi comme problématique? En Géorgie, on va dire le plus challengeant, ça a été vraiment de les train, de les former. Et en fait, c'est intéressant parce que juste du coup, quand tu prends des gens qui n'ont pas tant d'expérience que ça, tu peux vraiment les formater comme tu veux. Tu peux vraiment leur apprendre beaucoup de compétences, tu Mhm. vois. Et en fait, la clé, c'est justement de pouvoir trouver des gens intelligents qui n'ont pas forcément eu accès au niveau de training nécessaire. Tu les entraînes et du coup, maintenant, tu as des employés qui sont level US, top level, à moindre coût, tu Ouais, vois. ouais, Enfin, moindre coût par rapport à top ouais, level US, tu ouais. vois. Mais, et du coup, quand j'ai commencé à recruter ici, je leur disais, vas-y, maintenant tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, dans ma tête, ça se passait bien, etc. On n'avait pas trop de clients pas contents, Mhm. etc. Sauf qu'en arrière-plan, c'est pas la même histoire, tu vois. Et moi, je manquais un peu d'humilité, je n'étais pas allé voir moi-même, juste des potes, ils commandaient chez moi, ils me disaient, ouais, ton service, il est bien. Du coup, je m'étais pas, j'ai beaucoup pas remis en question des gens de mon équipe. Mhm. Et, et en fait, il y a quelques mois, j'ai réalisé que leur level n'était pas du tout assez bon. Et du coup, je suis rentré dans une phase vraiment obsessionnelle de training où je prends tout le monde un par un, je crée des formations internes pour les former. Et en fait, j'ai vu l'impact, mais de fou que ça a sur les gens. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a beaucoup d'instincts et de choses qu'on fait instinctivement, que ce soit en customer service ou en Ouais. management ou en gestion de projet, qui sont pas du tout instinctifs pour les gens en général. Et parce qu'on a de l'expérience, on s'en rend compte. On a fait beaucoup de choses dans nos vies qui font qu'on réalise toutes ces choses-là, alors que les gens, ils n'ont pas cette expérience. Ils ont pas cette expérience. Et même des gens qui ont bossé dans des boîtes, souvent, ils n'ont pas d'expérience non plus parce que aujourd'hui, quand tu es entré de gamme dans une boîte, en France ou en Georgie, ben, on a tendance à pas te donner beaucoup de responsabilités, donc il te faut beaucoup d'années Mhm. d'expérience avant Ouais. Sauf que moi, je veux des jeunes, moi j'ai 23 ans, tu vois, donc je veux pas non plus recruter que des gars de 28 ans autour. Je veux une boîte jeune, je veux une boîte Ils sont tous moins de 28, enfin ils ont tous 25 ouais, ou... 23, Ah 24. ouais? Je crois que la manageuse la plus âgée, elle doit avoir 27 ans. Ok. Mais max, tu vois, tout le monde, t'en as une, elle a 19 ans, il y en a une, elle a 20 ans. Et ton service, enfin ton livrable, il est très productivisé, mais ça reste créatif. Est-ce qu'ils ont une place à genre
appliqué leur style ou disons, comment tu as défini un style général de l'agence ou comment tu as géré ça? C'est intéressant comme question. Tu forges le style justement en formant, Ok. tu vois. Former, c'est forger. Mhm. Et mes designers, par exemple, ben, quand je les recrute, en général, ils sont pas au level full de maturité. Et du coup, petit à petit, je les forme. Je reprends leur design, je leur montre. Et justement, je fais encore des formations internes. Mhm. Et avec ces formations, forcément, ils adoptent un style qui est quasiment, tu vois, Ok. à Parce que l'identique de ce que moi je fais. quand je commande chez toi, c'est toujours le même style. Mais du coup, c'est ce que je viens chercher, mais c'est bien. Et j'imagine que c'est jamais la même personne qui le fait. Donc, sur ça, Ben, ouais, après, en général, tu vois, on essaye d'assigner le même designer au même client. Ok. Tu vois, si un client est venu, qu'il a été très content, Ouais, tu prends pas le risque de... Katrina qui réassigne, elle assigne le Ok. même designer parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit quelqu'un d'autre, tu vois. Comment tu les, entre guillemets, testes? Par exemple, est-ce que tu as accès à... Je sais pas comment c'est fait, c'est pour ça que je te demande. Tu vois, il y a des notes sur Fiverr. Est-ce que tu sais la note moyenne de chaque designer? Tu peux voir ça, par exemple? Ouais, j'ai une phase où j'étais obsédé par la data et je voulais la data partout et Mhm. tout était vraiment chaque 5 étoiles, chaque review était Ouais. mis et on avait des trucs, des boards où tu voyais chaque designer, Mhm. combien, genre son pourcentage, le nombre de révisions Mhm. qu'il avait à chaque fois, parce qu'une révision c'est mauvais dans le sens où il y a une révision à faire. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé que la data ça devient que pertinent quand vraiment tu es à grande échelle. Même nous qui faisons 1000 logos par mois, ça veut dire que chaque designer va faire peut-être 100, entre 50 et 200 logos par mois, max, max, max. Ben, t'as pas assez de data pour vraiment que ce soit pertinent. Et tu as trop de variabilité dans les clients, dans le Donc, type de client, mhm. que si tu veux, même moi, des fois, où je considère, ben, je suis censé être l'exemple en termes de service, customer service, tout ça dans la boîte, mais il y a des fois où parce que je continue à être dans les opérations, euh, une fois de temps en temps pour être dans le jus. Alors, Là, tu fais un logo? logo non, mais où je gère toute la. Ça m'arrive de faire des logos pour kiffer, mais en fait, j'essaie de me replonger, tu vois, dans les opérations. Et en fait, j'ai un call avec un de mes mentors qui m'a dit, c'est un truc qui était dans ma tête, mais il me l'a vraiment pointé du doigt. Il m'a dit Jeff Bezos pendant des années, même quand il était milliardaire, ben, il était là, il écoutait des calls customer service, tu vois. Mhm. Et il était dans les chats avec les clients, tu vois, pour écouter ce qui se passe. Et du coup, j'ai replongé dedans et j'ai oublié ta question, ce que c'était. Ouais. Sur qu'est-ce que tu fais encore? Et c'était la question en général, c'était comment tu juges leur performance en gros. Ah ouais, comment je juge leur performance. Et, et Parce que du coup, si tu penses voilà, que c'est pas assez représentatif, tu les juges pas du tout. quand un client est pas content, chaque fois, ça revient à moi. Mhm. Et enfin, en général, non, mais quand je suis dans des périodes justement où je me dis, vas-y, il faut que je regarde ce qui se passe, Mhm. etc., ça revient à moi et je vois, ok, là, le design, ben, c'est peut-être pas le niveau de qualité qu'on attend, tu vois. Ouais. Et du coup, là, je parle avec lui, je lui fais un loom, je lui dis, là, c'est pas du tout bon, etc. Et ensuite, c'est reparti, tu Du vois. coup, tu vois si c'est sur les 10 dernières fois, il y en a c'était le même 3 fois, bah c'est qu'il y a un problème quoi. Ouais. Mais pour répondre à ta question, en fait, j'ai même pas répondu, mais une de mes managers, c'est responsable qualité, tu vois. Ok. Donc, elle sait quel type de logo quel type de logo est bien. Elle comprend quand les clients sont pas contents parce qu'ils ont pas le même style ou parce que c'est vraiment le designer qui a fait de la mauvaise Ouais. qualité. Et du coup, c'est elle qui overview tout. Et ensuite, elle me fait des rapports et elle me dit, ouais, lui, tant, tant, tant. Il y a des designers qu'on a virés. Ok. J'ai viré peut-être 3 ou 4 designers au total. Ah, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, Ouais, je sais pas, on doit avoir 12, 13 designers. c'est pas beaucoup. Vraiment, ça fait un taux de turnover qui est pas très élevé, hein. Ouais, Mais c'est c'est pas très bien, élevé. hein. C'est pas très élevé parce qu'en fait, vraiment, je pense qu'on satisfait énormément la plupart de nos clients, tu vois. Mhm. Et malheureusement, il y a 20-30% de clients qui partent sans nous dire quoi que ce soit. Ok. Donc en fait, Ils review pas? qui review pas. Non, t'as 50% des gens qui review pas, mais parmi ces 50%, t'en as la moitié qui nous disent ouais merci c'était super et tout par message, Mhm. mais qui laissent pas de review, tu vois, Ok. parce qu'ils ont juste la flemme. Ouais. Et genre ils ont dit qu'ils ont aimé le logo, ils ont dit ouais merci, thanks a lot, on a kiffé, mais qui à la fin quand on livre le dernier package, ils download et ils font un Fiverr, tu vois. Et mais du coup ça laisse 25% de gens où on sait pas, ils ont pas exprimé s'ils étaient très Ouais. contents, il y a pas de signe où ils étaient pas contents, Ouais. et du coup nous on sait pas, tu vois. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Non, t'inquiète, je te demandais comment tu reviewais. Toujours la même question, Moro. Ouais, Je te ouais. demandais comment tu Non, mais en fait, reviewais. c'est une question vachement intéressante et j'aurais vraiment restructuré.
notre Et moi, je sais pas process comment je les de review. review, tu vois. Je sais pas du tout comment je les review. Je les review avec les avis des autres. Il y en a 2 qui me disent quand... Ah non, plus. Il y en a 3 qui sont un peu plus managers des autres devs et qui me disent quand il y a un problème. Et quand c'est bien, ils me le disent pas. Mais quand il y en a un qui demande une augmentation, je leur demande et là, je sais si c'est bien. C'est pas très scalable comme façon Ouais. de mesurer leur performance, mais c'est un peu difficile. J'avais aussi pensé à faire un truc, c'est calculer leur profitabilité par projet. Sauf que c'est très très injuste. C'est encore pire que le système de data où tu dis ouais, ça se trouve, il a eu des clients chiants par hasard ou je sais pas quoi. À moi, c'est encore pire. Parce que vu qu'un dev, il va peut-être faire entre 1 et 3-4 sites par mois, ou alors il y a des devs qui font le même site pendant 6 mois, tu vois. Du coup, comment Ouais. tu veux les juger? C'est très 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 difficile d'avoir un taux de satisfaction par dev, ou Mm. aussi, la plupart du temps, quand on fait des erreurs de devis, ou quand on... Je vais répondre à la question parce que je viens de dire, mais quand on n'est pas rentable sur un projet, la plupart du temps, c'est de ma faute ou la faute d'un commercial parce qu'on a fait une erreur de devis. C'est pas de la faute du dev s'il a passé plus de temps, tu vois. Ouais. Donc je sais pas trop comment je pourrais les review, mais je vais regarder comment ils font les autres agences. Sur le SEO, c'est beaucoup plus facile parce Ouais. que je regarde les résultats et je regarde comment les clients se sentent par rapport aux consultants. Parce qu'à nouveau, ça revient à mon point de tout à l'heure. Il y a des clients pour lesquels on a des bons résultats et qui nous adorent. Il y a des clients pour qui on a des très bons résultats et qui sont un peu neutres. En SEO, on a, enfin, franchement, de la chance, on a que des clients chill, tu vois, genre que des clients sympas. En développement, ça dépend. Ça Mm. dépend. Et un truc sur lequel je me questionne énormément en ce moment, qui est lié au pricing, bon, on repart un peu en arrière, mais voilà. Et je sais que c'est une décision que tu as prise aussi. Mais un peu dans l'autre sens, c'est, je me rends compte que les clients plus petits, ils sont genre méga relous, tu vois. Genre, proportionnellement, ils ont une chance d'être ingérables beaucoup plus forte que les plus gros clients. Et tu vois, là, récemment, enfin, ces derniers mois, on va dire, on a commencé à vraiment vendre des apps. Et il y en a qui envoient des budgets, je sais pas, 50, 70, 80 000 dollars, ou 150 le plus gros. Ils sont ultra, ultra gentils, tu vois. Ils payent, ils sont pas relous, ils nous écoutent, ils nous font confiance. Et en vrai, tout le monde le dit, tu vois. Et c'est un peu une vérité générale. Mais c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que ta place, personne la veut. Parce que c'est vrai qu'entre guillemets, tu tapes tous les psys, quoi. Mais tu sais super bien le gérer. Donc c'est trop bien. Ouais, enfin, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu vois. Parce que j'ai vendu des logos à 2000 balles, j'ai vendu des logos à 3 4 000 euros, Ouais. genre. Ils étaient pas moins chiants. Ah ouais? Et effectivement, quand tu rentres dans la sphère corporate, où c'est plus un quelqu'un qui a une responsabilité dans une boîte, mais quelqu'un qui est juste employé par une boîte Ouais. et qui paye avec l'argent de la boîte. C'est une évidence qu'il sera plus sympa. Parce que c'est pas son argent. Tu vois? Ouais, mais franchement, dans les plus gros, la plupart, c'est pas des salariés, c'est des entrepreneurs fondateurs, mais qui ont plus de moyens. Et tu vois, une qui nous a commandé 2 apps, 60 000, 60 000, elle a tellement bien réussi dans le business que pour elle, elle s'en fout. Tu vois, Ouais. ça veut dire elle a des attentes élevées, mais dans le relationnel, elle nous fait confiance, elle est patiente et elle se dit, j'imagine, je lui demanderai à la fin, pas maintenant, c'est un peu risqué, mais j'imagine qu'elle s'est dit, bah, de toute façon, c'est pas grave. Au pire, je perds, disons, 60 000 dollars. Alors que ceux qui vont prendre un site à 3 000 ou 2 000 ou je sais pas, bah, eux, c'est presque sur leur budget, tu vois. Mm. Donc, je pense que ça dépend. Mais bon, l'histoire des salariés, oui, ça c'est clair. En général, ils sont moins chiants et encore. Parce que parfois, les résultats, s'ils sont pas comme ils devraient être, par exemple, le site il est livré pas au moment où il devrait ou quelque chose comme ça, et bah, vu qu'ils doivent reporter à quelqu'un, ils peuvent soit mentir, soit te mettre encore plus la pression. Et ça nous est arrivé plein de fois qu'il y ait des salariés qui reportent et qui reportent quelque chose qui est faux. Et après, le fondateur, il nous contacte en direct ou il me contacte en direct et il se rend compte que l'intermédiaire, il lui a menti, tu vois. Donc, en vrai, il n'y a aucune situation qui est idéable ou facilement gérable, mais Mais ouais, enfin, par rapport au prix, je pense que dans ton cas de figure, effectivement, si en ultra étiquette, ça sera les meilleurs clients. Mais tu as une responsabilité beaucoup plus élevée aussi, tu vois. ouais, Tu gères une énorme application. ouais. Donc en fait, si tu veux, vaut mieux avoir un customer service exceptionnel parce que ça coûte pas si cher que ça d'avoir un vrai customer service. Ça, c'est mon opinion et c'est le choix que j'ai pris d'avoir justement un très bon customer service qui est du coup capable de répondre à des clients sur tout type de demande, mais tout en ayant une responsabilité minime dans, Ouais. dans le service qu'on fait, tu vois. C'est un peu, au final, c'est un peu comme la restauration. Au final, si tu arrives à te faire beaucoup d'argent en vendant du volume dans de la restauration, ben, c'est vachement bien parce que tu n'as jamais une pression qui est vraiment grosse sur des projets très long terme ou qui te bloque vraiment Il y a dans aussi la scalabilité de ton entreprise, tu vois. ouais, et il y a une grosse problématique commerciale à ça.
c'est que, par exemple, moi encore, franchement, pour des apps, c'est des petits projets. Genre, les budgets que je donne, c'est petit. Mais par exemple, disons, demain, je suis sur un deal, c'est pas vrai, hein, mais si je suis sur un deal, sur une app, à entre 300 et 500 000, on va dire, c'est 20% de mon CA annuel. T'imagines, entre si j'arrive à l'avoir et si j'arrive pas à l'avoir, l'impact que ça a sur moi, sur l'entreprise, c'est énorme. Du coup, comme tu dis, et c'est comme je disais aussi, c'est pas mieux ou moins bien, c'est genre un game juste complètement différent, quoi. C'est pour ça qu'on essaye de faire un peu de, disons, petit, moyen, gros projet, du récurrent et du one-shot. On essaye vraiment de mixer pour avoir, disons, les avantages, pas les inconvénients, mais les avantages de tout, à la fois au niveau du cash flow, parce que ça, c'est aussi une problématique relou, c'est que parfois, on nous doit largement plus de 100 000 dollars, tu vois, largement, à certains moments, même plus. Donc ça, c'est des trucs qui sont relous. Mais ouais. J'ai un autre truc encore à te demander, Louis, qui est important pour moi, qui est lié à ma question sur comment tu te projettes. Comment évalues ton business? Est-ce que ça se vend, la structure actuelle que tu as, qui est presque exclusivement dépendante de Fiverr? Est-ce qu'elle se valorise? Tu pourrais la revendre? Là, actuellement, si tu prends le marché classique, non. Parce que c'est comme un business avec une personal brand, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, il y a un entrepreneur qui est vraiment dans le monde du digital, le monde qui a monté des business sur des plateformes et Ouais. tout. Effectivement, mon business, il va le rachète, capter, ouais. tu vois. Ouais. Donc, en fait, mon business, il a pas de valeur tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui, justement, apprend à me connaître et comprend que la valeur, elle est là, tu vois. Ouais. Ça me fait penser à un truc. C'est comme tu sais, quand tu vends une maison, si c'est la maison coup de cœur, qu'il y a une très faible proportion de personnes qui vont bien l'aimer, mais elle a quand même la valeur, tu vois. Mais du coup, Ouais. tu peux pas, il n'y a pas beaucoup de liquidité, mais elle a quelque chose, elle a quand même de la valeur. Ouais. Et pourquoi je te parle de ça, c'est parce que moi, disons, mon but, je pense, je sais pas quand tu fais, mais 3 ou 5 ans, c'est de revendre l'agence, clairement. Est-ce que tu penses à ça, ou qu'est-ce que tu veux faire dans 3 ans ou 5 ans? Je pense pas du tout qu'on a la même réponse, mais. Non, si, moi, je voudrais Ah ouais? revendre mon agence, ouais. Ah ouais? Ah, je pensais vraiment pas. Parce que là, je pense que le premier podcast où je t'ai demandé, tu m'avais dit, ouais, je veux faire la plus grosse agence du monde. Enfin, celle qui fait le plus de logos dans le monde. Non, mais une fois qu'on a fait le plus de dans le monde, je la revends. Il y aura plus rien à faire. Tu revends. Ouais, mais c'est dans combien de temps, ça? Ah, je veux une date Je officielle. sais pas, moi, je vais faire En fait, moi, je me dis, si je suis capable de monter une belle structure et que ça tourne bien et qu'on a plein de process, etc., qu'on a des équipes, mais que juge qu'il y a une autre opportunité ailleurs, genre, je sais pas, imagine, il tourne bien, on commence à faire de l'acquisition à droite à gauche, on est moins reliant sur Fiverr, et que d'un coup, je me dis, je sais pas, il y a de l'opportunité en Serbie, il y a beaucoup de design à faire, ben, je me dis, bah, vas-y, ben, je vais remonter une toute nouvelle structure là-bas, et celle-là, potentiellement, je la vends ou Mhm. je la laisse purement en cash flow, tu vois. Ça, c'est ce que je t'ai déjà posé aussi comme question, mais pourquoi tu rachèterais pas des concurrents? Genre, je sais pas, t'es numéro 1 en logo, je pense. Pourquoi tu rachèterais pas de 1, 2, 3, 5 du top 10 pour presque créer un monopole? Fiverr? Parce que j'imagine qu'ils sont pas aussi efficaces que toi en process, sinon ils seraient premiers. Ben, non, mais en fait, t'as des gens qui font plus de volume que moi, mais ils font des prix beaucoup plus bas. Ok, donc ils ont moins de renta. Et si tu veux, s'ils sont en Inde, ils sont à 40 dans un bureau, ils sont tous, ils prennent une commande sur 4, tu vois, genre. Tu peux pas racheter ça, c'est impossible. Mais ouais, et racheter une agence classique pour y appliquer ton process, ça peut pas vraiment marcher parce que c'est genre grave différent, c'est pas genre industrialisé. C'est intéressant. Mais je sais déjà parlé de ça, je pense, mais on me dit souvent, et j'y pense, mais de racheter des agences de site, app, SEO et de utiliser nos process. Et si c'est une agence dans un pays développé, instantanément, on va faire x2, x3 sur leur bénéf. Donc, je pense que dans mon cas, ça s'applique, mais je sais pas si je le ferai. Mais je pense que ça peut être intéressant. Désolé si j'ai l'air un peu pas content, c'est que j'ai une énorme migraine. Mais je suis très content d'être sur le podcast, évidemment. J'essaie de batailler ma migraine et de l'oublier. Mais malheureusement, En vrai, ça, c'est les dessous de quand on travaille trop. C'est c'est pour ça que j'ai pas de migraine. ça devient constant, quoi. Mais bon, on fait avec, hein. Toujours poussé. On a un petit bénéfice quand même à faire ça. Nos vies, Ouais. nos vies, elles sont pas trop mal, Mais c'est dur de quand ce que je sais. Mais c'est dur quand il y a un truc qui te passionne et tu as envie de continuer à performer, et puis il y a un truc vraiment physique qui vient t'arrêter, tu vois. Et Genre, bah, je suis très bien placé pour parler de ça. ouais. Je t'en ai déjà parlé parce que pendant pas de mes opérations, ça c'était pas Ah très ouais? grand chose. Non, ça c'était physique. Je pensais que tu avais parlé de. Non, c'était physique. Donc pour moi, le physique c'est rien. Ça veut dire tu me coupes les jambes, je m'en branle. Genre Ouais. vraiment, franchement, ça m'impacte pas. Mais
entre quand j'ai fini l'e-com en France et que je suis venu à Dubaï, bah, pendant des mois et des très 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 longs mois, j'étais KO, je pouvais rien faire parce que j'étais vraiment trop mal psychologiquement. Ah ouais. Et ça, c'est Putain. extrêmement frustrant parce que moi, ma passion, c'est de faire des trucs, tu vois. Je Mm. rester dans le lit toute la journée, mais c'est le truc qui me rend déprimé en 2 jours, quoi. Ouais. Donc, ouais. Mais non, le truc physique, je te jure, ça m'a rendu très très fort contre tous les trucs physiques. Franchement, j'avais une de mes plus grandes peurs, c'était les piqûres, gros. J'en faisais une par jour. J'ai Ouais. testé le milieu médical, bah j'allais tous les jours. Bah ça fait rien, franchement. Ouais. Fais-moi une piqûre si tu veux. Je m'en branle le total maintenant. Non, mais c'est Mais, bien que tu sois fort dans ce domaine-là. Moi, je pense que c'est un truc qui m'affecterait beaucoup, tu vois. euh, Tout ce qui est... Si ma santé dégringolait un peu, tu vois, j'aurais vraiment du mal à... Mais il y a un truc où je suis triste un peu, c'est que mon état à la sortie de la première opération que j'ai eue, il était vraiment relou. Tu vois, bah, je t'ai déjà expliqué, mais je pouvais pas me laver tout seul, je pouvais pas me changer, mon téléphone il tombait par terre. Bah, j'espère qu'il y avait quelqu'un qui allait passer chez moi parce que je pouvais pas le ramasser. Enfin, tu vois, c'était vraiment l'enfer. Mm. Et je me disais à ce moment-là, putain, quand je vais être de retour en forme, je vais grave profiter. Bon, je profite plus. Enfin, je me rends un peu plus compte de la chance qu'on a maintenant, mais pas encore assez, tu vois. Ouais. Ça veut dire que rien de pouvoir être normal, genre être bien physiquement, faire ce que je veux. Normalement, c'est censé être grave. Genre, Ah je non, devrais être c'est incroyable. content Ouais. tous les jours, mais J'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Loïc et il a eu un grave accident de moto et pendant, je crois, 1 an ou 2 ans, il pouvait pas se doucher. Il était à l'hôpital, mais parce que c'était vraiment un accident grave. Il pouvait pas se doucher et il m'a dit un truc, c'était il y a 1 an. Enfin, vu que pendant 1 an, il pouvait pas se doucher, mais là, tous les jours, chaque fois qu'il va se doucher, c'est genre... 40 minutes. C'est incroyable, tu vois. Genre, et il disait ça avec Kylian aussi, et Kylian, il me faisait trop rire parce que Kylian il disait, ouais, maintenant, du coup, chaque douche que je prends, je suis tellement heureux, tu vois. Ouais. Il avait adoré, mais ouais, on se rend pas compte, tu vois. On se rend Ah pas non, on compte. s'en rend vraiment pas compte. Ah, un truc qu'on n'a pas dit, est-ce que tu as délégué tout ce que tu pouvais déléguer? En fait, on n'a pas tant parlé de ce que tu faisais au quotidien maintenant. T'as donné quelques actions, Ouais. mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, là, il y a 2 questions. Je réponds à Ouais. laquelle? Bah, ce que tu veux, hein. J'ai tout délégué, ouais. J'ai tout délégué, mais en fait, quand tu scales un business, tu vas toujours avoir du chaos, tu vois. Et quand tu as l'entrepreneur à la tête, ben, le chaos, il retombe sur toi parce que tout retombe sur tes épaules à toi, tu Ouais. vois. Donc, faut avoir des grosses épaules et se prendre tout dans la gueule, tu vois. Et parce que plus tu scales, plus tu... Tu vois, c'est comme si au lieu de faire de la pêche à la canne à pêche, tu prends des énormes bateaux et que tu pêches des trucs, ben, tu vas te retrouver avec plein de types de poissons différents et plein de déchets différents Je te aussi, tu coupe vois. juste 2 secondes. Oui, la pression qu'on a, elle est énorme, hein. Mais justement, je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Et pour moi, c'est le seul truc vraiment difficile dans mon travail. Pour moi, c'est très facile. Enfin, vraiment, ce que je dois faire, c'est gérer des équipes qui sont très autonomes. Je dois rencontrer des gens le plus possible toute la journée, déjeuner, dîner. Enfin, en vrai, sur le papier, c'est trop bien. Mais au fond, il y a une pression continue qui s'arrête jamais. Ça veut dire que tu es en vacances, tu es avec ta famille, tout ce que tu veux. Il y a la pression qui est haute, haute, haute. Et même si tu t'entoures super bien, la pression, elle reste haute parce qu'il y a plus d'enjeux. Et ça, c'est un vrai, vrai truc. Et je sais pas, il y en a qui pensent que mon problème, par exemple, c'est d'avoir beaucoup de travail. Mais non, pas du tout. Déjà, j'ai pas beaucoup de travail. Mais par contre, la pression, je suis persuadé que l'immense majorité des gens, ils tiendraient pas une semaine, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Il faut que ce soit progressif. On n'est pas né comme ça et personne n'est comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que, les gens qui disent moi je vais faire 100 000 euros par mois en 6 mois, Ouais, ben, c'est des gens, ils savent pas, ils ouais, comprennent pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit progressif. Il faut que tu arrives, que tu fasses tes premiers 500 balles, tu vois, ton premier client. Parce que même ton premier client qui va te rapporter 500 balles, ça va être une quantité de pression énorme, tu ouais. vois. Et ensuite, tu arrives à 1000, tu arrives à 10 000, ensuite tu arrives à tes premiers employés. Et maintenant, tu as la pression de ces gens-là. Et ensuite, et moi, quand je vois le volume qu'on fait, c'est une charge énergétique énorme, tu vois. Et même quand je suis en vacances, comme tu dis, c'est pareil. Genre, tu te reposes jamais au final. Moi, je me lève tous les matins avec une anxiété terrible, tu vois. Terrible. Ouais. Mais Moi, c'est bon, il faut. bah moi, Il faut être anxieux. c'est une anxiété sur la partie commerciale. Quel que soit notre niveau, je me suis toujours dit, ah ouais, qu'est-ce qu'on fait si ça va s'arrêter, tu vois. Et je me souviens à notre toute première conversation, je pense que c'était il y a 1 an et demi Ouais, ça maintenant, a bien comme ça. changé depuis. Ça- J'ai moins de cheveux. Ouais. On parlait de ça, qu'on avait une peur commune, c'était que ça s'arrête demain, tu vois. Et ça, je pense, je te l'ai pas dit récemment, mais j'ai beaucoup progressé sur ça, où là, je me dis quand même, c'est impossible que ça s'arrête. Ça peut réduire, etc., mais bref. Et un truc qui le prouve dans ma façon de réfléchir commercialement, parce que moi,
la problématique principale, c'est la partie commerciale que je gère, c'est que je réfléchis à l'année. Par exemple, avant, je me disais, ouais, un client a, par exemple, 800 euros par mois, ça a aucun intérêt, parce que 800 euros dans le mois par rapport au volume qu'on doit faire, c'est nul. Sauf qu'à l'année, tu fais x12. Ok, ça a un peu plus ça fait un peu plus sens, tu vois. C'est un peu con, mais ça m'a vraiment changé. J'ai une vision beaucoup plus long-termiste. Alors qu'avant, c'était vraiment, par exemple, je prenais un lead, t'es prêt maintenant ou t'es pas prêt, sinon tu bouges et tu reviendras quand t'es prêt, quoi. Et je suis vraiment plus du tout comme ça. Et je pense que pour l'agence, ça sera ultra bénéfique parce que si j'y réfléchis comme ça et que ça imprègne fortement en moi, ça va se répercuter dans les actions et les décisions stratégiques que je vais prendre. Du coup, je pense que c'est vraiment je pense là, la plus grosse progression que j'ai fait cette année, c'est vraiment sur ça, c'est sur genre plus me projeter, tu vois. Et ça a eu un énorme impact. Ouais, puis au fond, ce qui compte, c'est ce que tu as dans la tête, tu vois. Et moi, c'est vraiment Kylian qui a changé ma vie sur ça. C'est que, ouais, pendant longtemps, j'avais cette impression de, en fait, mon business, c'est un peu une espèce de succession de petites choses chanceuses qui font que tu arrives à un moment où tu as un business. Alors que non, le business, il reflète 100% tes compétences actuelles, Ouais, ce que tu es capable de faire, tu ouais, vois. Et moi, je suis persuadé que si demain ça s'arrête, je pourrais tout remonter de zéro, tu vois. ouais, Et x10, x100. ouais, ouais, Je pourrais pas monter plus haut, mais je pourrais monter. Ça prendrait du temps, certes. Et en fait, quand tu prends conscience que ben, c'est les compétences qui sont importantes, tu sais que tu perds jamais rien. Parce que moi, j'ai une amie qui m'a dit très jeune, je devais avoir 16 ans, donc ça m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit, dans la vie, on peut tout te prendre. On peut te prendre ton compte en banque, on peut te prendre ta voiture, on peut te prendre ta maison, on peut te prendre ta famille, mhm, tes amis. ouais, Mais ce qu'on peut jamais te prendre, c'est tes compétences, tes connaissances, tu vois. ouais. Et elle m'a dit ton diplôme. Et ça, c'est vrai aussi. C'est vrai, quand tu as un diplôme, quand t'as fait une grande école, que tu as fait. Bah, ça me mène à une question. C'est quoi pour toi ton plus gros valuable? Je sais pas comment dire. Ton plus gros asset? Est-ce que c'est ton réseau? Est-ce que c'est tes compétences? Est-ce que c'est ton passé? Est-ce que c'est... Je pense que c'est mon compétence et mon drive, je pense. Ok. Ils ont des deux. Moi, je pense que c'est mon réseau maintenant. Parce que franchement, je pense que je monte à peu près n'importe quelle entreprise. Je pense que je vais réussir juste avec mon réseau. Parce que je suis persuadé que je pourrais leur vendre tout ce que je veux. Parce qu'il y a un tel sentiment, et c'est lié à la deuxième truc que je veux dire. Mon deuxième asset, je pense que c'est que sur la partie business, perso, pas du tout. Mais sur la partie business, je capte très très bien comment dealer avec les gens, quoi. Et me comporter avec les gens. Vraiment, c'est très très facile. Pour moi, ça, c'est un truc, je sais pas d'où ça vient. Mais pour moi, c'est très facile, genre, vraiment. Et ça s'appliquera partout et tu peux pas me le retirer, tu vois. Et j'avais une mauvaise impression, je pensais que j'allais aller en prison, alors qu'il n'y a aucun sens. Bref, il y a 2 ans. Et justement, je me suis projeté maintenant en me disant, bah, tu sais quoi, j'y vais pendant 3 ans, ça n'a aucun sens, hein, ça n'arrivera pas, mais mon réseau, il sera toujours là. Et ma capacité à bien interagir avec les gens, elle sera toujours là. Du coup, en vrai, on peut me virer, on peut me mettre où on veut, je m'adapterai toujours grâce à ces deux trucs-là. Mais je pense ton drive, ouais, parce que je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais quand par exemple, tes vidéos, entre guillemets, motivation et tout, il y en a plein, ils font ça, ils sont, comment dire, ils sont grave creux, tu vois. Ça veut dire ils font ça juste pour montrer make money et tout. Mais, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que toi, t'es encore plus comme ça, genre profond dans la vraie vie que ce que tu montres, tu vois. Et les gens, c'est vraiment l'inverse, beaucoup. Je sais pas si je suis très clair sur ce que Ouais, je je dis, vois. mais on va dire les réflexions que tu peux faire, par exemple sur YouTube, tu fais ça, mais tout le temps. Enfin, tu t'en rends compte, je pense, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et c'est grave différent. Du coup, il ment pas, hein, vous inquiétez pas. Justement, il n'a pas encore tout dit, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà. Ouais, c'est Bravo en gros. tout cas. Très fier de te connaître, hein. Ouais, c'est gros. Fais ce qu'on peut. Merci Ciao. Louis. Ciao, gros.